Coucou mes petits soleils ambulants! T'as pas l'air convaincu, on dirait de tes soleils. C'est toi qui a pas l'air convaincu de mon intro. Ben, je sais pas, t'es comme mes petits soleils ambulants. Hey, c'est pas vrai. Bon, anyway. Moi, je vois les gens comme des rayons de soleil, puis toi, tu fais juste ton grumpy comme d'habitude. Exact. Bon, bienvenue à ce nouvel épisode de Petites Obsessions, ce podcast où on explore des sujets qui nous font réaliser à quel point qu'on est con. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui disent comment vous faites pour savoir tout ça. Fait qu'au final, on apprend plein de choses puis on a l'air intelligent. Ouais, on a l'air. Ouais, c'est pas si pire, ça va. Non, on est intelligent quand même, mais justement, de quoi qu'on va parler d'intelligent aujourd'hui? Ben moi, je vais parler un peu de l'histoire du transport en commun à Montréal, plus précisément sur l'histoire du métro. Oh, intéressant. Et toi? Moi, je vais m'intéresser aux bateaux et aux avions. Donc, Comment d'autres ça transports fait? en commun. Ouais, comment ça fait pour flotter et voler ces affaires-là? Puis cet épisode-là m'a fait réaliser pourquoi j'ai pas continué mes séances au cégep. Fait que... Ouais, c'est ça, on va voir si on explique bien ça ou pas. Non, mais ça a mieux été, mais ça m'a pris un petit peu de fil à retordre. Bref. OK. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait? On lance le générique. Donc, Hélène, oui. Une de nos capsules les plus populaires sur les réseaux sociaux est lorsque j'ai parlé des numéros de ligne de métro de Montréal. Oui. Fait que pas plus qu'un autre, je me suis dit, ça en intéresserait sûrement plusieurs si je parlais davantage de l'histoire du transport en commun à Montréal. Hein? Potentiellement, là. 1 + 1 = 2, puis ben, je me suis pas trompé, je pense, parce qu'il y a du fun fact au pied carré, encore une fois, dans cette histoire-là. Ah ouais. Ouais. Fait que reculons d'abord, non pas lors de l'inauguration du métro de Montréal en 1966, mais plutôt juste avant l'Expo 67. Mais plutôt en 1848 pour parler du service d'omnibus entre la gare Bonaventure et le ferry vers Longueuil. OK. C'était quoi ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi un omnibus, me demandes-tu? C'est-tu les anciens tramways de Montréal? C'est bien avant ça. Parce qu'en fait, c'est un système de calèches qui circulait à des heures déterminées sur des lignes fixes. C'est des petites calèches qui se promenaient entre la gare Bonaventure et le ferry de Longueuil. Puis à la place des cartes-puces, tu donnais des carottes aux chevaux? C'est quoi? Comment tu payais? Non, mais je veux dire, tu peux payer un gars qui conduit des calèches, là, comme tu payes un taxi. Mais le terme omnibus en soi, lui, signifie « pour tous » en latin. Ah! Mais attends, t'as pas fini parce que c'est de là que ça vient aussi par transposition autobus. Ben oui. Ah, oui. Fait que, y en a-tu du fun fact au pécoré? Ça commence direct en partant. Tabarnouche, je suis pas prête, je pense, pour cet épisode-là. Là. Je pense pas, non. Mais ça, finalement, le système d'omnibus a pas full fonctionné à Montréal, comparativement, mettons, en Europe, là, je voyais, là, disons... Pourquoi? Parce qu'on a trop, je sais pas, de pente ou... Non, juste, c'était pas populaire nécessairement. Il y avait juste pas assez de personnes? Je sais pas. Dis-moi pourquoi! Je sais pas tout, on l'a dit au début! Mais faut attendre en 1861 avant la création d'un vrai système de transport public avec la Montreal City Passenger Railway Company ou la MCPRC, facile à dire. Puis son système de tramway hypomobile. Hypomobile? Oui, des tramways qui étaient pas électriques, mais tirés par des chevaux. Ah, ben oui, hippodrome, OK. Moi, je pensais genre hypothermie, là, fait que j'étais comme le froid. Non. Puis, c'est ça, initialement, les tramways, mais ça partout, c'était tiré par des chevaux et non électriques. Là où c'est vraiment intéressant... On a eu des tramways tirés par des chevaux? Oui, parce que à la base, les tramways, même s'ils étaient tirés par des chevaux, étaient quand même sur des rails. On a-tu des photos de ça, là? Oui, ça existe. Genre, je veux juste googler ça, là. Oui, c'est tramway hypomobile, là, effectivement. Là. OK, attendez, là. Tu ralentis le groupe? Ah! Ben oui. Il y a vraiment un dada devant un tramway. J'adore! Ben oui, c'est ça. Fait que ça fonctionnait comme ça. On devrait avoir ça, cabane à sucre. Ben non, mais comme que je te dis, justement, c'était sur des rails. Fait que c'est beaucoup plus compliqué à avoir dans une cabane à sucre. Pourquoi une cabane à sucre aurait un chemin de fer? Mais, pourquoi pas?
La raison pourquoi qu'on avait des chevaux qui traînaient sur des chemins de fer, tu te dis, voyons, c'est bien limitatif, tout ça. Ben, en fait, c'est que les roues de métal sur des rails créaient beaucoup moins de résistance et donc permettaient aux chevaux de tirer des charges beaucoup plus lourdes qu'avec une calèche ou un omnibus. OK. Fait que quand tu parles, ben, tu l'as vu sur l'image, les tramways tirés par des chevaux, c'était à peu près la même grandeur de wagon de tramway que le wagon électrique qu'on connaît. Bon, les électriques, souvent, il y en a plusieurs d'attachés l'un après l'autre, mais c'était quand même une bonne longueur, donc le cheval pouvait traîner beaucoup plus de gens que dans une calèche traditionnelle. Point bonus d'ailleurs, c'était aussi pas mal moins rough sur le cul qu'une route en pierre d'être sur des rails. C'est ça, je me Fait disais que, aussi. 2 là, pour ouais. 1. La MCPRC possédait alors une flotte de 1000 chevaux, qui avait 150 tramways, 49 omnibus et, attention, 104 traîneaux. Il y avait des traîneaux à cheval? Oui, parce que vois-tu, les tracks de tramway, c'est pratique, mais l'hiver, ça peut devenir rough quand il y a une tempête de neige à Montréal, hein? Ben, tu fais comme des traces de ski de fond, là. Oui, mais à l'époque, on se rappelle, on est en 1880 quelques. Si tu fais ça avec à la pelle, t'as pas rien d'autre pour déneiger. Fait que la solution pendant la tempête, tu sais, pour à court C'est de terme, mettre des skis de fond au chaud. ben, c'était des calèches sur des skis, littéralement. Ouais. Puis, ben, ça l'aidait les gens à se transporter le temps qu'on déneige. Oh, wow! Ouais, c'est en 1892 que va commencer l'électrification des tramways à Montréal. OK. Tandis qu'on va aussi développer des meilleures méthodes de déneigement, justement. Fait que les traîneaux vont être tirés en 1894, donc 2 ans après l'électrification, le début. Puis les derniers tramways hippomobiles, ben, ils vont eux aussi tranquillement être retirés parce que tu veux pas que ton cheval rentre dans le fil électrique, I guess, là, mais... fait qu'ils ont été retirés 5 ans plus tard, en 1899, pour laisser place aux tramways électriques classiques simplement. Puis là, les chevaux sont tombés sur le chômage? Ils sont juste allés dans le Vieux-Québec, je sais pas. Mais c'est ensuite en 1911 que la Compagnie des tramways de Montréal est née de la fusion des lignes urbaines de la Montreal Street Railway Company et des lignes de banlieue de la Montreal Park and Island Railway et des Montreal Terminal Railway. Fait essentiellement, fusion de 3 institutions pour devenir une grosse compagnie de tramway pour la ville de Montréal. Le réseau est alors de 372 km. Quand même! Oui, puis on prévoyait même une expansion. Mais il y a eu une petite affaire là, qu'on appelle la Grande Guerre qui est survenue. Ça a un peu fucké les plans. Mais Indian, l'apogée du tramway a été atteinte en 1930 avec 510 km de rails répartis sur 55 lignes. Mais juste sur l'île de Montréal? Juste ou sur l'île de Montréal. Laval, les Rive-Nord, Rive-Sud? Ou... C'est ça. Non, ben, ça me parle de l'île de Montréal, enfin, en tout cas, au moins dans la région de Montréal. C'est énorme. C'est ça. Fait que vous pouvez charler sur nos pistes cyclables, la gang. C'était pire avant. Mais justement, parlant de ça, ce qui va éventuellement tuer le tramway, c'est une autre petite invention appelée l'automobile. Ouais. Puis ben, avec ça, on va avoir un mouvement plus grand vers la banlieue et tu vas être full surpris, les conducteurs sont mis à chialer qu'il y avait trop de trafic à cause du maudit tramway. Mais on est bon pour... Dès qu'il y a une innovation, on va chialer sur... Exact. On va trouver le moyen de L'humain chialer. en général, ben, on est quand même pas C'est pire ça. là-dessus au Québec. On peut ajouter à cela que les infrastructures étaient relativement en fin de vie aussi pour les tramways. Ouais. Fait que ça coûtait un bras pour pouvoir continuer à faire aller les tramways. C'est donc dans ce contexte que la compagnie des tramways va vendre ses actifs à un certain organisme public créé l'année précédente nommé la Commission de transport de Montréal. Mhm. Fait que t'as la CTM qui a vendu à la CTM. Il n'était pas relié, c'est juste ça me fait vraiment rire que c'est comme ça. Puis la New CTM, ben, tu comprendras, ça va éventuellement devenir ce qu'on connaît comme aujourd'hui étant la STM. Oui. Ça l'a passé par un paquet de noms absolument horribles qu'on ne passera pas là, en détail aujourd'hui, mais sachez que c'était son origine. À ce point-ci, ce qui est important, c'est aussi que la CTM s'est donné un 10 ans pour changer les tramways en autobus. OK. Parce que c'est le nouveau moyen de transport cool qui utilise du pétrole, puis ça, c'était nice! On est dans quelles années, là? C'est dans... L'entre-deux-guerres, genre? Ouais, ben, en fait, non, c'est après, dans l'après-guerre parce Ok. que le dernier tramway était retiré en 1959. Donc, c'est Ok. dans les années 50, là, en Ouais. fait, qu'ils ont complètement enlevé le tramway pour remplacer par des autobus qui étaient plus efficaces et qui Mhm. bloquaient quand même moins le trafic que des rails 100% dédiés à des tramways. là, Mais tu sais. qui polluait. Yes! Puis là, ben, si tu suis bien depuis tantôt, là, je t'ai dit 1959, on approche tranquillement de la date d'ouverture du métro de 1966. Oui.
Mais revenons encore une fois en arrière parce que le concept en soi... Oh ben, mon petit vlimeux, toi, je suis un coquin. Le concept en soi, il est beaucoup plus vieux que 1966 de métro. De métro, ouais, ben j'imagine bien que Montréal n'est pas la première ville à avoir eu un métro, là. Ça serait quelle est la première ville selon toi? J'aurais dit soit Paris, soit New York. Et wrong and wrong. Exactement, ouais. C'est Londres. Ça date effectivement de 1854. Oui. Fait que 100 ans avant, bien avant qu'on aille du tramway à Montréal. Mais Paris, c'est pas si longtemps après, il me semble. C'est pas si loin non plus, mais effectivement, c'est bien de Londres que ça provient parce que le Metropolitan Railway, qui était le propriétaire de chemin de fer là, dans la région, s'était fait donner l'autorisation de construire un chemin de fer souterrain. Le premier vrai train souterrain voit ensuite le jour en 1863, donc 9 ans plus tard, entre Paddington et Farringdon. Paddington. Ben oui, il s'est nommé en honneur de la place. Puis c'était encore un train à vapeur. Attends, là, t'es en train de me dire un train à vapeur sous terre? Ouais, c'est ça. Le fait d'utiliser du charbon dans des tunnels a rapidement créé des petits problèmes de santé chez les usagers. Ben, tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi. Mais n'ayez crainte, chers auditeurs, parce que le Metropolitan Railway, il y avait une solution à proposer à ses employés pour éviter qu'ils ne tombent eux aussi dans les pommes. C'est quoi l'affaire encore? C'est-à-dire les encourager à porter une barbe pour que celle-ci agisse comme un filtre à air. Quoi? Ben oui. La suie va pogner dans la barbe. Toi, après ça, ce que tu respires, c'est correct. Mais, mettons, les personnes qui ont une biologie féminine. Ben, même à ça, les hommes, ça marche zéro, là, on s'entend. Non, je sais, mais comme on s'en calisse des femmes, là, c'est ça que t'es en train de me dire. Travaillez pas dans les trains, les femmes, vous êtes pas assez fortes. On n'est même pas encore en 1900, ça travaille pas, ces affaires-là. Anyway, je niaise, là, vous comprendrez bien. Puis tu vas comprendre que la solution non plus n'a pas duré, puis on a tranquillement électrifié le fameux underground londonien au début du 20e siècle. Mais ça leur a pris combien de temps à réaliser que c'était une solution de marde? J'ai pas été en détail là-dessus, j'ai juste vu ce fun fact-là, ça m'a bien fait rire. Mais tandis qu'on parle des Anglais et leur métro, bien qu'eux, ils l'appellent le underground ou le tube, c'est à eux qu'on doit le terme métro. Oui, mais parce que ça s'appelle le Metropolitan. Oui, c'est ça. Ça vient du Metropolitan Railway. Fait que je savais pas. Ben, excusez, vous le saviez, vous, madame, vous êtes plus intelligente. J'ai comme fait la connexion, là, qu'eux, ils ont appelé ça le Metropolitan. Je savais que, mettons, le métro de Londres, il était pas mal plus vieux que celui de Montréal. Puis Paris sont mis à l'appeler Metropolitan aussi en référence à Londres. Ouais, ben c'est ça vient... métropolitain, là, plus que Metropolitan. Tu comprends ce que je veux dire? The Metropolitan. Oui, exactement. Mais voilà, fait que ça vient de eux à la base et c'est drôle parce qu'ils l'utilisent toujours plus, ce terme-là, le terme métro, pour parler de leur côté. Mais bon, assez parlé d'eux et de leur train qui donnait le cancer des poumons. C'est pas parce que le premier métro était initialement un train que c'est nécessairement le cas pour chacun d'entre eux. Je vais prendre un exemple, le métro de Boston. Ouais. À la base, c'est un système de tramway qui traversait la ville, comme à Montréal. Ouais. Mais eux, ils se sont dit, hey, ça crée des enjeux de trafic, nous aussi. Fait qu'on va mettre des portions souterraines et en hauteur de notre tramway. Fait que c'est pas parti d'un train qui est venu sous terre, c'est parti d'un tramway qui est allé sous terre. OK. Mais à Paris aussi, il y a certaines stations de métro qui sont à un petit peu au-dessus, là, à l'extérieur. Ouais, ben, c'est pas tout qui est sous terre. Là. Non, ça, c'est une des particularités de Montréal. On est le premier à avoir un métro 100% souterrain. Ah ouais? Oui, la plupart ils ont des parties un peu extérieures, intérieures, etc. Bon, maintenant, avec le REM, on peut dire qu'on triche un peu. Là. On n'est plus 100% souterrain. Le REM, c'est pas vraiment un métro, mais... Ben, oui. Oui. C'est... Ben, tu vois, pour moi, c'était le contraire. Un métro, c'était comme automatiquement souterrain. À New York, il y en a beaucoup à l'extérieur aussi. Oui, mais je suis allée 12 heures dans ma vie à New York, puis je me suis fait racketter par un taxi, fait que... Tout ça pour dire qu'un métro, ben oui, ça peut être c'est généralement électrique, là, on s'entend, là. Ouais. Mais ça peut aller à l'extérieur et à l'intérieur. Puis à la base, ben, c'est venu de différentes choses. Puis le premier tunnel de tramway à Boston, il a été construit en 1901. Fait que pourquoi est-ce qu'à Montréal, on n'a pas essayé de faire la même chose en 1900 puis qu'on a tranquillement décommissionné notre tramway jusqu'en 1959? On était trop occupés à construire le Canadien de Montréal. Non, pas exactement, mais parce que c'était pas faute d'essayer. C'est pas moins de 15 projets de métro qui ont été proposés à la Ville de Montréal entre 1902 et 1920. OK.
L'affaire, c'est que les finances de la ville étaient absolument terribles. Ils ont été mis sous tutelle du gouvernement provincial. Je t'avais même pendant dit dans un ouais. épisode, à un moment donné, il y a eu des impôts là, à Montréal. Exact. Parce que ça allait tellement bien. Là. C'est ça. Fait que c'était pas comme un projet prioritaire à l'époque. OK. Un projet a finalement été accepté à la fin des années 20 par le gouvernement provincial de Louis-Alexandre Taschereau. Mais, c'est-tu l'échangeur? Ben non, mais oui, non, c'est pas l'échangeur, c'est le boulevard Taschereau. Oui, mais le boulevard est en référence à cet homme-ci, bien entendu. Mais on est tombé en pleine crise économique, fin des années 20. Fait que personne ne voulait financer le projet. Yay! Fait que les débats ont continué pendant des années, mais la folie automobile faisait croire que le transport en commun était chose du passé. Quelle ironie de nos jours. J'ai même d'ailleurs appris que Jean Drapeau était contre la construction du métro lors de son premier mandat à Montréal. Ouais. Jean Drapeau, il était comme, non, l'avenir, c'est l'automobile. C'est seulement dans son deuxième mandat, donc 3 ans après son premier, qu'il a été convaincu par Jean Saunier d'en construire un. Fait que le vrai père, puis le visionnaire, Jean. C'était Jean Saunier et non, finalement, le maire Drapeau a compris que ça l'amenait la ville à être beaucoup plus moderne et avant-gardiste comme il le souhaitait. C'est parce que, tu sais, après, il y a eu toute la construction de l'île Sainte-Hélène. Là, il voulait l'expo, 67, etc. Les Jeux olympiques, tout ça, fait que... Je ne dis pas du tout que Maire Drapeau n'était pas un homme visionnaire, mais il a fallu être convaincu pour le métro initialement. Puis c'est en 1961 qu'a été formé le comité du métro, puis qu'on a commencé les plans. Le plan était alors de construire 3 lignes, la verte, l'orange et une ligne qui allait relier le centre-ville au nord de la ville par un tunnel ferroviaire du Canadien national. Puis là, tu dis, ouais, j'ai déjà entendu ça. Oui, ça, c'était ma capsule où ce que je parlais des lignes de métro. Puis en fait, cette 3e ligne-là, appelons-la la ligne rouge parce qu'elle était dessinée comme rouge à la base sur les plans, devait compter 14 stations puis partir de la gare centrale. Puis séparer en 2 éventuellement, un qui allait au coin Ré des Gouins, puis l'autre Sauvé-Papineau. Ça faisait comme un petit Y. Je me souviens que la STM a approuvé notre message. Oui, effectivement. Puis l'affaire, c'est que le maire de Montréal, il n'a pas réussi à s'entendre avec les municipalités d'Outremont, Montréal et Saint-Laurent pour construire cette ligne-là. Fucking Saint-Laurent! Je dis ça parce que je suis née, j'ai grandi à Saint-Laurent. Là, donc Puis pendant ce temps-là, on a réalisé qu'il était plus prioritaire de construire la ligne jaune, histoire de relier la ville au site de l'Expo 67. Ouais. Fait qu'on a fait comme, fuck ces villes fatigantes-là, on va faire ça en premier, puis on verra par la suite. Des déserts alimentaires. Ouais, c'est ça. Fait que la verte, c'était la ligne 1, l'orange, la 2, puis la jaune va devenir la 4, même si la 3 n'a jamais été construite, d'où les numéros de ligne là, qui ont un gap à l'intérieur. Là où le métro de Montréal est devenu iconique, comme je disais tantôt, c'est qu'il était 100% souterrain, puis il a finalement ouvert en 1966. À ce moment-là, il comptait 26 stations. Il couvrait 22 km, ce qui est fucking loin du 510 km de tramway. Il y avait des croûtes à manger. Oui, puis c'est peut-être là que le bas blesse un peu pour le métro à l'époque, parce qu'il a été ultra populaire en 1966 avec son ouverture, bien entendu. C'est sûr. En 67 avec l'Expo. Mais après ça, l'auto continuait de faire du mal au métro. Fait que c'est à cause de ça, en fait, c'est à cause de l'automobile qu'on a décidé de faire une extension en 1969 parce qu'on se disait, peut-être s'il y a plus d'espace, le monde va plus l'utiliser. S'ils ont un métro proche de chez eux, ils risquent plus de le prendre. Oui. Non, mais c'est ça, c'était pas con. Fait que ainsi a commencé en 1971 des travaux d'extension de la ligne verte et orange et la construction de la ligne bleue. Fait que c'est quand même quelques années avant de commencer ces extensions. Outremont a fini par accepter, là. Oui, mais juste une petite station, puis ça a quand même pris 10 ans de négociation au final. Puis on va réussir d'ailleurs à construire l'extension jusqu'au Parc olympique juste à temps pour les Jeux d'été de Montréal de 1976. Bravo! Puis le reste, on l'a fait petit à petit, même que ça l'a pris 14 ans faire la ligne bleue. C'est vrai, aïe. Ouais, là, on était plus dans les délais montréalais habituels là, de construction. Puis après ça, on a eu bien entendu la prolongation de la ligne orange jusqu'à Laval, qui a été faite de 2002 à 2007. Puis là, on revient avec la ligne bleue cette année, qui commence les travaux avec l'énorme tunnelier haut de 3 étages qu'on a importé d'Allemagne pour venir creuser, puis qui a pris plusieurs mois à être assemblé. Là. Est-ce qu'on l'a importé sur un bateau? On l'a importé en petits morceaux, peut-être sur un bateau, je ne sais pas exactement, mais il n'était pas monté quand il est arrivé. Je ne sais pas si tu as vu les photos du tunnelier. Là. Non.
immense. Puis, il y a même le petit symbole du métro de dessiné dessus. Oh, c'est tout cute parce que ces parties-là là, du tunnelier, ça risque d'être assez magané à la fin du 4 km qu'il va faire. Fait qu'il y a des parties qui vont être démontées puis renvoyées en Allemagne, mais la majorité... c'est assez énorme. Oui, mais un des éléments les plus intéressants du métro de Montréal, comme j'ai parlé tantôt, c'est justement le fait qu'il était 100% intérieur et qui était aussi le premier à utiliser un système complètement pneumatique. Il va falloir que tu m'expliques pneumatique, qu'est-ce que ça implique? Que notre métro, il est sur des pneus. Des pneus, Il n'est pas juste des rails comme un train. En soi, pas des roues en métal, c'est vraiment des pneus en caoutchouc qu'on a. Puis les deux éléments sont... Fait que les autres métros, genre à Londres, à Paris, tout ça, c'était sur des rails? Ça dépend des lignes. Il y a certaines lignes à Paris qui peuvent être sur des pneus, d'autres qui peuvent être sur des rails, etc. Ça dépend vraiment. C'est assez mix and match. Mais nous, on était 100% pneumatique, puis on est les premiers à l'avoir fait. Puis pourquoi? Y a-t-il un avantage à ça? Ou? C'est là que je m'en viens, effectivement. En fait, le fait d'être souterrain et pneumatique sont assez liés parce que bien qu'il est possible d'avoir un métro pneumatique à l'extérieur dans plusieurs pays, c'est pas tout à fait évident avec les hivers qu'on a d'avoir des pneus sur des rails au Québec. Fait que ça justifiait le fait qu'il soit 100% souterrain. Et aussi, l'objectif du maire Drapeau, c'était que le métro dérange le moins possible la population. Ah, ça fait moins de bruit? Oui, ça fait moins de bruit d'être souterrain, Oui. Et ça fait moins de bruit d'avoir des pneus à la place de des rails du métal sur du métal versus un pneu sur une rail. Le REM, des pneus? Non, c'est pour ça. This explains that. Puis il est extérieur aussi, fait que le monde n'est pas habitué, puis le monde est chialeux. Mais c'est pas les seuls avantages aussi. Ça permet aussi une accélération et une décélération plus rapide du métro. Puis c'est plus pratique dans les virages et dans les pentes. Fait que plusieurs avantages d'avoir des pneus. Fait qu'un roller coaster, faut que ça ait des pneus. Ça dépend si tu veux qu'il soit bruyant ou pas. Ça change pas grand-chose. Mais non, mais tu dis que c'est plus efficace dans les virages et les pentes. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai lu pour ce type de truc-là. C'est étant dit, les roues, c'est bien, mais il faut aussi des freins. Puis ceux du métro de Montréal... C'est quand même pratique, là. Oui. Puis ceux du métro de Montréal sont particuliers en soi. OK. Bon, la mécanique, c'est pas ma force, puis j'ai pas tout compris ce que je vais vous dire là, mais il y a une partie que je comprends. Fait qu'on va se concentrer sur cette deuxième partie-là. Mais avant tout, je vais vous dire que le métro se ralentit avec des freins dynamiques. OK. C'est un concept où le moteur aide à ralentir au lieu de juste frotter sur les freins. Fait qu'on commence avec ça jusqu'à temps qu'on soit à 10 km/h. OK. Puis ça permet aussi de redonner de l'énergie dans les systèmes électriques. Je sais pas, regarde. Mais ce qui est intéressant, c'est que la deuxième partie de freinage est faite avec... Que t'as compris. Oui, que j'ai compris. C'était un peu plus simple. C'est que c'est avec deux sabots, un peu comme des freins normaux. Là. C'est des trucs qui poussent normaux, sur... mais ils sont faits en merisier, en bois, imbibés d'huile d'arachide qui se presse contre les roues du métro. Fait qu'au lieu d'avoir des freins en métal comme sur une auto, c'est des freins en bois. Once again, c'est quoi l'avantage de ça? Parce qu'on dirait que dans ma tête, ça peut s'enflammer. C'est 100% fabriqué au Québec. OK. C'est moins dommageable pour le métal que du métal qui frotte sur du métal. Hein? On se comprend. Puis l'huile d'arachide permet d'éviter que ces 10 sabots ne brûlent par la friction. OK, c'est ça. Parce que j'étais comme... S'il y a des chances que ça pogne en feu, moi, je prends plus jamais le métro de ma vie. Non. Justement, c'est bien fait. Puis parce que l'huile d'arachide, il y a un point de combustion très élevé. Fait que ça permet de protéger le bois. Puis c'est des centaines de milliers de kilomètres là, qu'ils peuvent faire avant qu'ils soient finis, ces sabots-là. Good job, l'huile d'arachide. Ouais. C'est d'ailleurs elle qui donne l'odeur particulière du métro de Montréal. Tu sais, outre l'odeur de pisse, là. C'est quoi l'odeur d'un métro? Mais il y a quand même une odeur particulière qui est moins pire à cette heure parce que justement, il y a les autres freins qu'on comprend pas. Mais avant, ils prenaient 100% avec ces freins-là en bois. Puis ça, il y a une odeur qui reste là, plus dans le métro, qui est particulière, reliée à l'odeur d'arachide, comme une odeur un peu de maïs soufflé ou d'arachide-ish selon Google. Il y a beaucoup d'odeurs dans le métro. Oui, c'est ça. Je porterai attention la prochaine fois que je prendrai le métro. Et voilà. Pour moi, odeur de métro... Oui, mais c'est pas toutes les stations qui sentent la piste. Là, dans ma tête. Là. Puis, finalement, ces freins-là, ils permettent aussi le chauffage du métro. OK. Parce que les rames sont responsables de 80% de la chaleur dans le métro. Le 20% restant, c'est les usagers. Parce qu'avec la friction, genre, ça crée de l'énergie. Exact. Puis le bois, etc. Ça fait assez de chaleur pour qu'on n'ait pas besoin de chauffer en hiver. Pour ça qu'on est quand même bien dans le métro, malgré tout. Ben oui, on a On est bien, mais à un moment donné, l'hiver. Oui, l'été, on chauffe
pour la même raison, parce que la seule circulation qu'on a, c'est les petites trappes d'air puis le vent que le métro fait. Fait que c'est ça, mais je trouvais ça quand même fascinant qu'il n'y ait aucun système de chauffage. C'est 100% fait par les métros en soi. Puis quand je parlais du vent aussi du métro, c'est à cause de ces vents-là qu'on a de la misère à ouvrir les portes des stations de métro. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu te fais décoiffer, comme ça sort d'où. C'est comme l'air et la pression des trains qui nous affectent à ce moment-là. C'est pas qu'ils mettent une trappe d'air spéciale ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des différentes pressions. Donc, ça fait presque le tour de ma partie. Je vais faire quelques petits fun facts en rafale maintenant qu'on a terminé l'histoire. Toi, là, t'es parti. Ben, c'est ça, c'est mon tour d'en avoir une bonne partie aujourd'hui. Fun fact, la distance moyenne entre chaque station est de 950 mètres. OK, ouais. La plus courte est entre Peel et McGill, 296 mètres. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce que c'est très concentré comme population dans ce coin-là, I guess. Puis la plus longue, c'est entre Berry-UQAM puis Jean-Drapeau. Hein? C'est 2,5 km. C'est soit ça, soit tu prends un kayak. Les deux stations les moins profondes. Et moins profond. C'est clairement pas Jean Talon. Là. Jean Talon, c'est crissement profond. Ah, c'est même pas dans le bottom tree. Pour vrai? Non, les stations les moins profondes, c'est Angrignon et Longueuil, Université de Sherbrooke, avec 4,3 mètres de profond. OK. Ben, Angrignon, je suis jamais allée, je pense, mais... Ouais. Ah ouais, ben oui, Longueuil, ça m'étonne pas tant. Ouais. C'est-tu parce qu'il y a comme pas tant d'affaires à la surface de la Terre, ou... Le fun fact se limite à cet endroit-là. D'accord. La plus profonde n'est pas Lucien Lallier et ses 74 escaliers roulants. C'est vrai qu'elle est chiante. Elle est en troisième position avec 27,1 mètres. La deuxième position revient à Berry-UQAM et c'est 27,4 mètres. C'est quand même logique. Là, et la plus profonde, c'est Charlevoix avec 29,6 mètres. Pourquoi? Je sais pas, mais elle est très profonde. Ils sont inspirés de la région, c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là. Ils ont fait, nous ici, on est aux éboulements. Là. Puis sinon, tu as parlé de Jean Talon. Prochaine fois que vous y allez, vous remarquerez, le plancher, il est de la couleur sur la ligne que vous êtes. Si vous êtes sur la ligne orange, le plancher est orange, et sur la ligne bleue, le plancher est bleu. J'avais déjà remarqué, oui. Puis il y a des triangles sur le mur du fond où quand tu attends le métro, il y a un mur. Les triangles pointent dans la direction dans laquelle va le métro. Ah! Voilà, petit fun fact. Sinon, la vitesse moyenne du métro sur la ligne verte est de 34 km/h et de 51 km/h sur la ligne jaune. Ben, ils ont plus le temps. Puis le métro a fonctionné toute la nuit 2 fois seulement. OK. La première fois, c'est le 3 mars 1971 à cause de la tempête du siècle à Montréal, où ce qu'on avait vu entre 47 et 54 cm one shot avec des rafales de 110 km/h. Oh, ça va! Un tout petit blizzard. Et l'autre fois, c'est le 31 décembre 1999 pour fêter le passage à l'an 2000. Quand même incroyable. Parce qu'on pensait qu'on allait tous mourir. On peut tous mourir dans le métro ensemble. Et je sais pas si c'est la place si j'aurais voulu. Je sais pas. Puis sinon, la journée où il y a eu le plus d'usagers dans le métro a été lorsque 2 millions de personnes l'ont pris pour aller voir le pape Jean-Paul II au parc Jarry le 11 septembre 1984. Voilà, ça fait le tour des fun facts. Quelle ville catholique et pieuse. Ben, écoute, moi aussi, Will, je me suis intéressée à un sujet qu'on a déjà abordé, c'est-à-dire les bateaux et les avions. On en a parlé dans quelques épisodes. Ouais, c'est ça. Quand même. Limite, on a une fascination pour ces moyens de transport-là, je sais pas, mais on n'a jamais réglé une question quand même fucking importante. Comment ça marche, ces affaires-là? Ben, c'est ça. Comment les bateaux, ils font pour flotter, puis comment les avions font pour voler. Ça, c'est dans la catégorie « on l'a tous déjà appris, mais on l'a tous oublié ». C'est exactement ça, parce que, aux dernières nouvelles, là, les matériaux pour construire des bateaux, par exemple, ben, c'est assez lourd. Là. Fait que, techniquement, ça devrait couler. Puis, c'est peut-être un sujet un peu basic pour vous aujourd'hui que je vais couvrir. Il n'y a jamais rien de trop basic. Je connais cette info. Je sais que tu connais cette info. Mais moi, là, mes cours de physique sont vraiment loin. Derrière moi... C'est un petit rappel. Là. Ouais, ou peut-être que vieillir m'a rendu juste plus conne, mais je me suis dit qu'un petit rafraîchissement de mémoire ne ferait pas de tort. Ouais. Fait qu'on va commencer par les bateaux. D'après toi, tu penses qu'on a commencé à comprendre que les objets pouvaient flotter à partir de quand?
Ben là, je veux dire, genre, dès que l'humain est devenu humain, il a pitché un bout de bois dans l'eau, il a vu que ça flottait, là. Ouais, mais le principe de flottabilité comme tel. Ben là, je veux dire, en Égypte antique, ils devaient le comprendre, puis c'est le plus loin qu'on peut avoir des affaires décrites. Peut-être qu'on a trouvé un vieux bateau d'un Homo sapiens, je sais pas, mais ça date d'un sacré bout de temps, là. Mettons que je te dis Eureka. Mais non, mais ça se peut pas, on a appris ça avant ça. Ben, c'est Archimède qui a découvert le principe de flottabilité au 3e siècle avant notre ère. Le Eureka, c'est littéralement parce qu'il s'est immergé dans son bain, selon la légende, puis que c'est là qu'il a compris que tout objet plongé dans un fluide subit une force verticale qui est dirigée de bas en haut, qui est égale au poids du fluide déplacé par cet objet. Fait que là, c'est le moment où on a compris vraiment comment ça marchait plus qu'autre chose. Parce que je veux dire, on a vu des affaires flotter. Je te dis pas qu'il y a pas des choses qui flottaient avant, mais la légende veut que il est sorti de son bain tout nu en créant Eureka parce qu'il avait compris comment ça fonctionnait. Il a inventé la flottaison tout comme Newton a inventé la gravité. On va se parler de Newton. Oui, non, mais tu comprends, il a pas évité Non, c'est sûr. Mais autrement dit, là, pour vous réexpliquer le concept plus simplement, quand tu mets un objet dans l'eau, elle se déplace. Tu es d'accord avec moi? Parce que l'objet occupe l'espace que l'eau occupait avant. Puis en se déplaçant, ben ça crée une force qui est proportionnelle à cette quantité d'eau qui a été déplacée. Ouais. Puis cette force-là, elle repousse l'objet vers le haut, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est d'ailleurs pour ça qu'un objet dans l'eau paraît moins lourd que quand il l'est pas. Ou, parce que c'est poussé vers le haut, fait que t'as l'impression que t'es... Ben c'est ça, ou mettons, je sais pas, t'es dans l'eau avec un ami ou avec moi, puis tu me portes dans l'eau versus me porter. Oui, c'est beaucoup plus lourd à l'extérieur de l'eau. C'est ça, exactement. Sauf que, ben évidemment, ça s'arrête pas là. Faudrait pas oublier justement la fameuse gravité qui exerce aussi une force verticale sur l'objet, mais pas vers le haut, vers le bas. Ouais. La gravité, ça nous tire vers le centre de la Terre. Fait que les deux se combattent. C'est ça. Si l'objet flotte, ça veut dire que la force gravitationnelle, fait qu'il tire vers le bas, elle est plus basse que la poussée qui te tire vers le haut. Puis au contraire, si le poids de l'objet est plus important que le poids de l'eau déplacée, la force gravitationnelle est supérieure à la poussée. Donc, je te suis. Ça t'attire vers le bas et l'objet coule. Concrètement, là, si tu lances un caillou dans l'eau et qu'il coule, ça veut dire que le poids du caillou il est supérieur au poids de l'eau qui l'a déplacé. Oui. Pas de l'eau, en général, juste de la partie d'eau. La partie d'eau qui l'a déplacé. Mais mettons là, que ton objet, le poids, c'est le même que la quantité d'eau qui a été déplacée. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu le chat de Schrödinger? Ça flotte au milieu. C'est un peu ça. L'objet, il va rester... Des fois, il y en a des trucs comme ça dans... L'objet, il va rester là où il est, semi-immergé. Il va pas flotter, mais il va pas couler non plus. Genre moi, quand je vais nager, là. Ben, c'est ce principe-là qu'on utilise en plongée sous-marine, justement, pour s'assurer d'être à la profondeur qu'on désire. Fait que, tu sais, quand tu plonges, tu as souvent des poids dans ta ceinture ou de quoi, puis après, tu peux gonfler ta veste ou te délester, puis c'est ça qui fait que tu vas être plus ou moins haut, que tu vas pas couler au fond ou flotter à la surface. On en comprend des affaires. Mais c'est pas tout. Ben il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme la pression. Par définition, la pression, c'est la force qui est appliquée sur une aire de surface. Donc, la règle mathématique, c'est P égale F divisé par A, où P est la pression, F est la force et A est la surface, l'air. Ouais, je viens d'avoir un PTSD. Ouais, hein? Moi aussi, ça m'a trigger un peu d'écrire cet épisode-là. Plus l'air est grande, plus la pression sera petite. T'es d'accord avec moi? Parce que c'est inversement proportionnel, vu que c'est une division. Donc, dans ce cas-ci, l'objet flottera. Le contraire, il est tout aussi vrai. Plus la surface est petite, plus la pression est grande, donc plus l'objet risque de couler. Fait que si je reviens à mon exemple tantôt de cailloux, là, disons qu'on fait l'exercice avec 2 cailloux qui ont exactement le même poids, mais il y en a un qui est très compact, qui est en forme de boule, puis il y en a un autre qui est plus aplati. Ils ont le même poids, mais t'es d'accord avec moi, ils n'ont pas la même surface. Ben, l'aplati, il va flotter, ou en tout cas plus que le premier, parce qu'il occupe une plus grande superficie que la boule qui va couler au fond. Un peu comme sur de la glace. Là. Si tu t'écartes, tu as moins de chances que ça craque et que tu tombes. Là. Exact. C'est aussi évidemment une question de densité. Hein. De l'acier, par exemple, c'est pas mal plus dense que du bois, raison pourquoi l'un coule et l'autre flotte. Mais justement, les gros paquebots, ils sont pas faits en bois. Là. Ils sont fucking lourds. Là. Ils sont fucking lourds. Là. Fait que comment ça se fait qu'ils coulent pas? La forme.
Ben, Genre, c'est ça. Tout I est dans guess. la conception des navires, autant par rapport à leur forme que ce qui se trouve à l'intérieur, à commencer par l'air, qui a une densité nettement inférieure à l'eau. Dans le fond, là, faut que la densité de ton objet, donc la masse volumique, elle soit plus basse que celle de l'eau, qui est de 1 kg par litre. Ouais. Ça paraît évident, mais ce n'est pas pour tout le monde. Là. Sur le subreddit Ask Physics, il y a quelqu'un qui comprenait pas le principe de flottaison, même s'il comprend qu'il y a une différence entre la densité entre l'eau et l'air. Mais ce qui m'a amusé, c'est la façon qu'il disait, parce qu'il a dit comment l'eau sait qu'il y a de l'air à l'intérieur du fond du bateau. L'eau, c'est fuck all, mon ami. Là. L'eau, c'est fuck all, mais c'est juste la densité n'est pas la même. Ouais. Fait que c'est tout. C'est juste une réaction. Fait que si ton bateau il occupe une bonne surface, qui est conçu avec des espaces qui sont remplis d'air, qui déplace une quantité d'eau égale à son poids, il va flotter. Fait que dans le fond, c'est de s'assurer qu'il y ait assez d'air dans ton bateau. C'est ça, dans la coque. Évidemment, je te résume ça grossièrement, là, mais les ingénieurs qui conçoivent les bateaux, ils vont tenir compte de la masse volumique de la coque, des ancres, des hélices, des passagers aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on une est limite de limité passagers, à un certain nombre de passagers. Bref, de tout ce qui va se trouver sur le bateau pour mieux répartir le poids, s'assurer qu'il y a un gros volume d'air, garantir aussi la flottabilité. Ouais. Si par contre le bateau il est surchargé, sa densité va augmenter, donc il va pas nécessairement couler, mais il sera plus immergé. Ouais. Puis si l'eau vient à entrer dans le bateau, Mais là, t'es fuck. préparez les vestes de sauvetage. Parce que là, l'eau, ben, je veux dire, t'as plus la densité de l'air dans ton bateau. L'eau prend l'espace de l'air, fait qu'elle augmente la densité du bateau, puis le bateau il finit par couler. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Titanic. Ben, tous les bateaux qui coulent, là, mais oui. Ben, c'est ça, mais le navire il a heurté un glacier qui a endommagé la coque. L'eau est Fait que rentrée, L'eau puis est là, rentrée dans le bateau. Puis ben, si Zou. vous avez vu le film, vous voyez exactement comment ça s'est passé. Et là, je te dis tout ça, mais la densité de l'eau aussi, elle peut varier. Hein? De l'eau douce, c'est pas mal moins dense que de l'eau salée en raison de sa richesse en minéraux. Fait que ça veut dire qu'un même bateau, il pourra pas être aussi chargé sur un lac qu'en mer, par exemple. C'est d'ailleurs pourquoi on flotte vraiment facilement dans la mer morte. Hein? Il y a une très forte densité à cause de la grande concentration en sel. Tu peux mieux flotter, oui. Mais je peux pas t'expliquer tout ça sans te parler d'un cas assez cocasse. D'accord. On est durant la Première Guerre mondiale. Les Allemands et les Américains sont pas full chummés, on s'entend. Non. En fait, les sous-marins allemands, ils coulaient tellement de navires américains que les Américains ont créé un programme d'urgence pour reconstruire leur flotte en béton armé. J'ai l'impression que c'est un mauvais plan. Ben, il y avait peur de manquer d'acier, puis ça restait moins cher à produire du béton armé. Ouais. Fait que parmi les 24 navires commandés, ils ont fait le SS Palo Alto. OK. Le petit problème, c'est que quand le SS Palo Alto il était prêt à aller jouer à Battleship là, dans les eaux, la guerre était terminée. Ça a été trop long de couler. Ça a dans le été fond, trop là. long à faire. Mais il aurait flotté sinon. Il aurait flotté techniquement. Wow. Comment ils l'ont fait? Impressionnant. Fait que là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on a fait de ces 6000 tonnes de béton? Ouais. En 1930, il y a une entreprise du Nevada qui a eu l'idée de le remorquer jusqu'à la plage de Sea Cliff, pas loin de Santa Cruz, là, pour te situer. Il a été construit à Oakland, puis il a été porté à Santa Cruz. Ils l'ont en partie coulé pour en faire une attraction touristique avec un restaurant, une piscine chauffée, un casino et une piste de danse. C'est un autre mandat quand même que la guerre, hein? C'est ça. Puis là, bon, tu sais, on se dit, c'était les années folles, mais en même temps, il y a eu le krach boursier et une violente tempête qui ont eu raison de l'attraction. Fait que 2 ans après, il y avait plus de piste de danse. Fait que c'était supposé survivre à des sous-marins, c'est mort à cause d'une tempête. À cause d'une tempête et de la Grande Dépression parce que les gens pouvaient plus se permettre d'y aller. Fait que aujourd'hui, il y a encore un petit peu, je pense, des carcasses du bateau, mais c'est vraiment plus juste un lieu de pêche pour les amateurs de pêche. Il n'y a plus de piscine chauffée ou de casino. Là. Elle est pas là pour Sais-tu ça. si le quartier Palo Alto vient avant ou après? Tu sais pas. Je saurais pas dire, j'ai pas poussé cette recherche-là, mais c'est clairement relié. L'un à l'autre. Les avions, maintenant, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas 2 forces, mais 4 forces d'impliquer. Ouais. Imagine-toi un cadran, OK? Un axe XY, là. Ah, je pensais qu'on allait commencer ces oiseaux dont on est ces cadrans. Non. Je suis déstabilisé, là. OK, je suis prête. Non, je te parle même pas d'oiseaux, en fait, parce que... on pensait qu'il fallait juste battre des ailes là, pour faire un avion, mais non.
J'ai écouté une vidéo récemment de Hank Green avec Brennan Lee Mulligan, puis il parlait un peu de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on soit capable de faire pour voler, nous, en tant qu'humains. Il faudrait faire les mouvements exacts, là, un peu comme à Wavy, 100 fois par seconde. Oui, ben c'est ça exactement. Fait que, bref, c'est pas le principe du fonctionnement d'un avion, c'est un petit peu différent. Donc, je te remets en contexte. Imagine-toi un cadran. D'un côté, on a l'axe des abscisses. Non, pas des abscisses, des ordonnées. Excuse-moi. Fait que l'axe vertical. De haut en bas, c'est le poids et la portance. Ouais. Et de l'autre, donc sur l'axe des abscisses, les X, on a la traînée et la poussée, qui est l'avant-l'arrière. Commençons par la portance. Est-ce que tu connais Daniel Bernoulli? Aucunement. Moi non plus, je le connaissais pas. Bon. C'est un mathématicien et physicien suisse qui a vécu au 18e siècle et qui s'est particulièrement intéressé à la dynamique des fluides. Et comme tout scientifique qui se respecte, il a donné son nom à un principe. Bien sûr. Le principe de Bernoulli, en gros, c'est le lien entre la pression et la vitesse d'un fluide. Là, nous, on a tendance à croire qu'un fluide, ça veut dire que c'est un liquide, mais en réalité, ça inclut aussi les gaz. Oui. Donc, le principe de Bernoulli, il s'applique aussi à l'air, qui est un amalgame de gaz. Oui. Puis techniquement, nager, c'est comme voler. Ouais. OK. Je vais pas épiloguer là-dessus, je vais faire comme si j'avais entendu. Quand un avion, il vole, l'air se divise en deux flux. Oui. Il y a un premier qui passe sur la surface supérieure de l'aile, puis le deuxième qui passe sous la surface de l'aile. Ouais. Le dessus de la surface, c'est ce qu'on appelle l'extrados. Il est bombé. Une aile, c'est un peu bombé sur le dessus. Ouais. Le dessous, c'est l'intrados, et ça, c'est plat. L'incurvation est importante. Oui. Parce que sinon, on peut pas voler. OK? L'air qui passe au-dessus, donc sur l'extrados, il doit parcourir une plus grande distance à cause que c'est une trajectoire en courbe. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ce qui le force à accélérer. En dessous de l'aile, comme c'est plat, l'air n'a pas besoin d'accélérer autant. Ouais. Là, pourquoi l'air doit accélérer? Honnêtement, j'ai fait des recherches, les physiciens s'entendent même pas là-dessus. Fait que ça me tentait pas de faire des gros calculs mathématiques. Parce que ça marche. Mais c'est ça. C'est de même puis c'est de même. Laissez-moi tranquille. Mais tout ça pour dire que selon le principe de Bernoulli, plus un fluide va vite, donc dans ce cas-ci l'air, plus sa pression diminue. Donc la pression est plus haute sous l'aile qu'au-dessus de l'aile. Oui. Parce qu'au-dessus de l'aile, il va plus vite. Tu me suis encore? Encore une fois, je comprends pas pourquoi, mais je suis ce que tu dis. C'est pas grave. Dites-vous ça va bien aller. Okay. Votre vie va continuer. Pression différente, OK, vitesse, cool. C'est bon. Cette différence-là de pression entre le dessus et le dessous de l'aile d'un avion, elle crée une force verticale qu'on appelle la portance, qui va du bas vers le haut, comme la poussée d'Archimède pour les bateaux. Ah, fait pour les que voler dans l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. C'était juste pour t'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé avec les bateaux, c'était pas mal plus simple à comprendre. Plus l'avion il va vite, plus la différence de pression va être élevée, donc plus la portance va être grande. Ouais. C'est cette force-là qui permet à l'avion de décoller et de voler en soulevant les ailes et en le tirant vers le haut. D'accord. Je reprends l'exemple d'une professeure de l'Université de Fribourg, Véronique Trapp. Ça va peut-être être plus simple à comprendre. Quand tu sors ta main par la fenêtre d'une voiture qui est en mouvement, là, quand tu roules, ton vent, il exerce une force sur ta main, hein? Oui. Mais selon comment ta main est placée, son angle, tout ça, ben, elle va peut-être être poussée vers le haut ou vers le bas. C'est la 3e loi de Newton. Pour chaque action, il existe une réaction au sens opposé de force égale. Là, j'ai compris. Fait que c'est le même principe pour un avion. La courbure des ailes a fait en sorte que l'air y est dévié après vers le bas, une fois qu'il a passé au-dessus de l'aile. Puis ben, en réaction, l'air qui est passé sous les ailes, il va pousser vers le haut. Ouais. Parce que les deux forces s'opposent. Évidemment, c'est pas que l'incurvation de l'aile qui fait qu'un avion peut décoller. Là. On doit aussi prendre en considération la vitesse de l'air, sa densité, la taille de l'aile, l'angle d'attaque aussi. Puis la portance, ça dépend aussi de ce qu'on appelle le fuselage, donc le corps de l'avion comme tel, comment il est fait, comment il est configuré. Mais je te rappelle qu'on a 4 forces. Là, je viens de te parler juste de la portance. Ah, OK. Il faut que je me réveille pour les 3 autres d'après. Non, c'est vraiment plus simple les 3 autres. En deuxième, on a le poids, donc la masse de l'avion, qui est opposée à la portance. Fait que même chose que pour le poids d'un bateau, par exemple, le vecteur, il est toujours orienté vers le centre de la Terre. Parce que, encore une fois, ben, la gravité. Donc, le poids de l'avion tire l'avion vers le bas. Ouais. On a ensuite d'un côté la traînée et de l'autre la poussée.
Ouais. Mettons que ton avion, il est dans ce sens-là, là, il va de la droite vers la gauche. La traînée, c'est essentiellement la résistance de l'air. Fait qu'encore une fois, comme quand tu sors ta main par la fenêtre d'une voiture puis que tu la sens tirer vers l'arrière, Ouais, ça, c'est ta traînée. Cette force-là, elle va dépendre de la densité et de la vitesse de l'air, mais aussi de la forme de l'avion et de la quantité de portance qui a été produite, donc sur ton axe vertical. Elle cherche à ralentir l'avion en créant une friction parce que c'est une force opposée au mouvement de l'avion. Ouais. Tu sais, c'est un axe, là. Il y en once again, les lois de Newton. C'est là que les moteurs interviennent. Leur pour rôle, la contrer, en fait. C'est ça, c'est de combattre la traînée bien plus que de soulever l'avion. Ça, c'est vraiment la job des ailes de soulever l'avion. Les moteurs, c'est d'avancer. Ouais. C'est pour ça qu'un planeur, c'est capable de voler. Un planeur, ça n'a pas de moteur. Ouais. Tu comprends? Ben, en fait, j'ai compris quand t'as dit les moteurs, là, les planeurs, ça vient de me fucker un peu comment il fait pour voler pareil, mais... Oubliez les planeurs, là, je suis pas rentrée là-dedans, mais c'est juste te dire que... c'est pas nécessaire pour voler parce que les moteurs ne sont pas nécessaires pour voler, exactement. Cette force-là, en opposition à la traînée, c'est ce qu'on appelle la poussée. Donc, elle est influencée, encore une fois, par les moteurs, la densité et la vitesse de l'air, mais aussi par l'altitude. Vu que l'air, c'est un fluide, il a une masse, donc il est aussi influencé par la gravité. Plus on est près de la Terre, plus la pression atmosphérique est élevée, plus les moteurs doivent travailler pour Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on va aussi haut en avion quand on fait des longues distances, probablement. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, sans arrêter les moteurs en altitude, on peut les ralentir. Besoin de pousser, là. Ouais, c'est ça. Puis si toutes ces forces-là sont égales, la portance, le poids, la poussée, la traînée, l'avion, il est en parfait équilibre. Il ne monte pas, il ne descend pas, il n'accélère pas, il ne ralentit pas. C'est ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Facile, dans le fond. Oui. Hey, je te dis le temps que ça m'a pris à résumer ça puis à comprendre ça. Fait que ça veut dire que pour décoller et monter, il doit y avoir un déséquilibre nécessairement. Ouais. La portance et la poussée. Donc, ton tirage vers le haut puis vers l'avant doit être supérieur à ton poids et à la traînée. Ouais. Donc, la résistance de l'air et la gravité. Pour ça, le pilote, il va évidemment appuyer sur le champignon sur les moteurs. Il va aussi augmenter l'angle d'attaque. Ouais. Et pour l'atterrissage, ben, c'est le contraire. On va viser à avoir une portance et une poussée plus faibles en diminuant progressivement l'altitude, ce qui va donner plus de poids au poids et à la traînée de l'appareil. Plus de poids au poids. Plus de poids au poids. Ben, en fait, j'avais écrit plus de place, mais là, je me suis mêlée dans mes mots. J'aime ça, ça l'arrive. C'est la fin de l'épisode, anyways, parce que ben, les roues finissent par toucher le sol. On perd un peu de portance qui nous reste et ça crée un certain impact. Et voilà comment vous faites pour décoller et atterrir, les amis. Je sais pas si c'était clair. On peut t'applaudir vu que t'as atterri? Oui, s'il te plaît. Ça a été difficile. Ben écoute, merci pour ça parce que finalement, j'ai réussi à comprendre pareil une couple d'affaires que tu m'as dit. Là. Ben moi aussi, je comprends un peu plus. Est-ce que je maîtrise peut-être pas? Ben non, ben on maîtrise pas grand-chose. Là, non, mais si y a des affaires que vous vous dites, hey, c'est pas pantoute ça. Corrigez-nous. En tout cas, laissez-le nous savoir en commentaire. Soyez gentils quand même. Cet épisode-là a été vraiment compliqué à écrire pour moi. Et ben si vous comprenez pas, ben c'est correct. Vous pouvez aller continuer. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous deveniez curieux, puis que vous continuez à apprendre des affaires comme nous, on essaie de le faire. Puis ben si ça vous intéresse de continuer d'apprendre des affaires avec nous, ben vous pouvez vous abonner un peu partout sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Puis ben on fait aussi des capsules sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois YouTube, mais aussi Facebook, Instagram, TikTok. Donc suivez-nous, on publie chaque semaine. Puis ben on fait un épisode chaque 2 semaines. Fait que ben il me reste juste à vous souhaiter à dans 2 semaines. Ben oui, à dans 2 semaines. Bye.